Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième épisode de l'année de l'horreur. Aujourd'hui, quelle année les boys qu'on fait là? 1987. Yes sir, j'avais 7 ans en 1987. Puis il y a eu plein de bons films en fait qui sont sortis. Ça a été dur de choisir, sérieusement. Avez-vous eu de la misère à choisir votre film? Ben non, pas moi. Non, mais écoute, quand j'ai choisi 1987 dans l'émission qu'on avait faite, j'ai fait exprès parce que je savais qu'il y avait un méchant paquet de bons films qui avaient sorti pendant ce temps-là. Ouais, ben oui, c'est ça. Moi, spontanément, quand tu l'as calé, moi, il y a un film qui m'est popé en tête. Là. Oui, good. Moi, j'ai eu de la misère à choisir. C'est ça. Bon, peut-être que parce que vous en aviez pris deux assez solides, là, mais j'ai eu de la misère, puis j'ai arrêté mon choix sur The Lost Boy. Très bien, bon choix. Ben, c'est ça. Fait qu'on va parler un petit peu de The Lost Boy. C'est très drôle parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mes notes? Mes notes sont tout fuckées, excusez. C'est très drôle parce que moi qu'est-ce que j'aime? J'aime ça, aller chercher 2-3 synopsis, puis là, les traduire de l'anglais au français. Tout le temps super drôle. Puis là, Lost Boy, il y en a comme deux. Fait que je vais vous lire les deux, puis je veux que vous décidiez celui que vous aimiez le plus. OK? Celui que vous aimez le plus. Donc, le premier, de Lost Boy, réalisé par Joel Schumacher. Donc, le premier synopsis, c'est une mère et ses deux fils s'installent dans une petite ville côtière de la Californie. La ville est en proie à des bikers et à des morts mystérieuses. Qu'est-ce que c'est ça? Le plus jeune se lie d'amitié avec deux autres garçons qui prétendent être des chasseurs de vampires, tandis que le plus âgé est attiré dans la bande de motards par une belle fille. Le garçon le plus âgé commence à dormir des journées entières et à rester dehors toute la nuit, tandis que le plus jeune commence à avoir des ennuis à cause de l'obsession de ses amis. C'est mauvais comme synopsis. C'est pas super vendeur. Hein? Non, c'est ça. Le deuxième est un peu pas pire, mais le deuxième, c'est du name dropping. Parce que dans ce film-là, il y a du name dropping en chien. Fait que les frères Michael, Jason Patrick et Sam Corey Haim déménagent avec leur mère Diane West dans une petite ville du nord de la Californie. Ça se tient. Durant que Sam rencontre Edward Corey Feldman et Alan Jameson Newlander, des nerds de bande dessinée, le jeune Michael tombe amoureux de Star, Jamie Gertz, c'est le même qu'on dit ça, oui, Jamie Gertz, qui s'avère être sous l'emprise de David Kiefer Sutherland, le chef d'une bande locale de vampires. Sam et ses nouveaux amis doivent maintenant sauver Michael et Star des morts vivants. C'est pas des morts vivants. Ben, ils sont. Non! Les vampires sont tout le temps morts et ils sont vivants. Techniquement. God. Non, c'est pas la même chose. Tu utilises des morts vivants dans l'horreur, c'est pas des vampires. C'est des zombies. Fait que ces synopsis-là m'ont très fait rire. Fait que je me suis dit, Fait que, le deuxième est quand même mieux que le premier. On s'entend? Ça a plus de sens. Anyway. Et dans tout le name dropping, il y a une personne, Alex Winter aussi, qui est pas nommé, mais qui est aussi dans le film. C'est assez intéressant. Bon, fait que j'aime ça faire des petites anecdotes à propos des films. Le film a été tourné en 86. Ça a commencé le 2 juin, ça a fini le 23 juin. Fait que 3 semaines, genre 21 jours de tournage. Quand même intéressant. C'est le premier film que Corey Haim et Corey Feldman font ensemble. Fait que ça a comme commencé le début d'une tendance populaire des années 80, là, de Two Coreys, parce qu'ils ont joué dans plein de films. Fait que ça a parti ça. Ça, c'est une destination pour Sur la route de l'horreur. À chaque année, le film est projeté sur la promenade à Santa Cruz Beach, en Californie. Nice. C'est vraiment hot. Comment? C'est-tu là qu'ils l'ont tourné? Oui, c'est là que ça a été tourné. Fait que c'est projeté gratuitement dans un parc. Le monde amène leurs meubles de jardin, leurs chaises, leurs coolers, affaires-là pour regarder le film après le coucher de soleil. Puis il y a plein d'événements qui se passent dans la ville parce qu'il y a plein de spots de la ville qu'on peut reconnaître dans le film. Ce qui est très cool, un jour, je vais aller vivre cette expérience-là parce que c'est ça. Ben oui. Parlant d'expérience dans la ville, quand on voit
quand on en voit deux on voit les deux dans la boutique à BD, il y a comme un gars avec une barbe, un autre gars qui s'appelle Joe Ferreira 2. Lui, c'est le propriétaire du magasin de BD, le Atlantis Fantasy World. Et bon, depuis ce temps-là, il a été démoli, il a déménagé à quelque part, mais dans son nouvel emplacement, là, il y a le comic book, tu sais, le numéro 1 original, là, Vampires Everywhere, que Sam lit dans le film. Là. Bon, mais cette bande dessinée-là, elle a été créée pour le film, puis il l'a encore, puis à l'intérieur, c'est signé par tous les acteurs. Puis si tu te rends là, tu peux la prendre puis prendre une photo gratuite avec ça dans tes mains. Fait que je trouve ça très cool. Le film a inventé l'expression Vamp Out, qui a été utilisée dans plusieurs films, dont la télésérie Buffy. Quand Joel Schumacher, il a demandé pourquoi tu as voulu faire ce film-là, il a répondu: les vampires sont sexy, c'est les seuls monstres vraiment érotiques. Frankenstein, lui, il est laid, il n'est pas sexy. Il a dit ça. Il a le droit de dire ça. Corey Feldman a failli pas jouer dans le film. Il y avait des gros problèmes d'alcool et de drogue, et il arrivait tout le temps comme sa pilule vraiment gelée. Fait que Joel Schumacher l'a sacré à la porte, et le lendemain, il l'a réengagé parce que Feldman est venu le voir, il s'est excusé, puis il a juré que ça n'arriverait plus. Puis fait qu'on a failli pas avoir Corey Feldman dans ce film-là. Il avait quel âge à l'époque? Il n'était pas Ben, vieux. je ne sais pas, c'est quoi 12 ans, l'âge exactement, je ne sais pas. Il était super jeune. Je suis content que bon. maintenant, il est normal. Normal. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de références à Peter Pan, hein, de Lost Boy, etc., Ben oui. d'où vient le titre du film. On ne rentrera pas dans l'analyse parce qu'on en aurait pour un méchant bout. Mais bon. Il avait 15 ans. 15 ans. 15 ans? Tabarouette, c'est fou, pareil. 15 ans, être pogné dans la drogue, l'alcool, la même. Anyway. Kiefer Sutherland, il ne voulait pas jouer dans le film au début, jusqu'à temps qu'il apprenne que Joel Schumacher, il a fait appel à Inexis et Jimmy Barnes pour faire des musiques pour le film. Puis Kiefer Sutherland, il aimait cette musique-là. Il a fait: OK, ben, moi, jouer dans le film, en fin de compte. Quand même bizarre. Les personnages du film prononcent le nom Michael environ 118 fois. Je ne sais pas pourquoi c'est environ. Je sais pas, quelqu'un qui a compté, puis m'en était tanné, puis il dit à peu près ça. Il y a peut-être un moment que c'était inaudible ou quelque chose de même. C'est ça, tu sais. C'est comme, il dit-tu vraiment, tu le quittes. Puis dernière petite chose, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Au début, le film était supposé d'être réalisé par Richard Donner. Ah, malade. Et Richard Donner, en fait, est devenu le producteur du film, et il n'a pas réalisé le film parce qu'il a réalisé L'Arme fatale. Et que les deux films viennent de 1987. Et dans L'Arme fatale, quand tu vois Murtaugh et Riggs qui marchent dans la rue et qui discutent, il y a un cinéma en arrière, puis sur la marquise, c'est marqué, il y a l'affiche de Lost Boy This Year It qui est là. Fait qu'il a comme mis le film qu'il produit dans le film. Fait que je trouve ça intéressant. Ben oui, Richard Donner qui a réalisé The Omen, Superman, The Goonies. Tu sais, là, moi, c'est un de mes j'ai jamais entendu parler des films que tu as dit là. Jamais. Absolument rien. Mais juste avant de passer à un autre film, tu sais, je trouve The Lost Boy, là, ça fait partie de... Il n'y a pas beaucoup de films de vampires qui sont vraiment excellents, selon moi. Moi, j'adore les vampires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon film de vampires. C'est-tu moi ou... Ben, récemment, ouais. Mais à l'époque, Fright Night, quasiment. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Dans cette époque-là. Mais maintenant, là, moi, le dernier qui me vient en tête, c'est 30 Days of Night. Oui. Le premier. Let the Right One In, le film suédois. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est pas parce que c'est pas bon. C'est parce que c'est pas le vampire que je recherche. Ouais. OK. C'est juste ça. Ouais. Parce que toi, t'as mieux style Gerald Butler dans Dracula 2000, c'est ça? Oui. Ou le Dracula de Dario, tu l'as beaucoup aimé. Hein? Ah non, non, mais moi, j'aime le film, mais pas pour Dracula, pour l'actrice qui est dedans. Asia. Ça, c'est, ouais. Non, pas Asia, l'autre. Non, voyons. C'est pas Asia qu'on voit dans Dracula de je pense qu'elle joue dedans. Mais oui, elle joue dedans aussi, mais je parle pas d'elle, je parle de l'autre. L'autre fille, je ne sais pas c'est quoi son nom. Mais bon, dernière chose, ben, il y a eu combien? 2 suites
à The Lost Boy? 3? Il y en a eu trop. Exactement. Il y a eu le 2 puis le 3. C'est terrible. Exactement. C'est C'est terrible. terrible. Ouais. Et dans un des 2 autres films, il y a, je pense, la sœur de Kiefer Sutherland qui joue dedans. Ou quelqu'un de la famille Sutherland qui joue aussi dedans. Corey Feldman, il joue dans les suites, hein? C'est ça. Oui. Ah oui, c'est mais c'est vraiment pas bon. Je me suis jamais risqué. Je les ai sur un genre de DVD qui a les 3 films. Mais... Son frère aussi, il joue, pas le frère à Feldman, mais le frère aux Frog Brothers, là, de son personnage. Ah, ok, ouais. Les deux, là. Ok. Ouais. Fait que voilà, c'était une petite anecdote de The Lost Boys. Fait que allez-y, les boys, pitchez-moi vos films. Martin, OK, hey. Moi, je suis prêt, moi, parce que je veux parler du film que j'ai réussi à écouter quand j'étais au cinéma à Milwaukee. Hey, écoutez, les films là, à Milwaukee, j'en ai écouté, là, ça n'a juste pas de sens. J'avais juste ça à faire. Effectivement, j'avais juste ça à faire parce que Milwaukee, c'est pas comme si tu avais plein de choses à faire. Donc, j'ai décidé de choisir un des films qui a eu plus d'impact pendant que j'étais au cinéma, surtout avec l'histoire de The Raft. Creepshow 2! Oh yeah! Pourquoi Creepshow 2? Parce que une Creepshow belle 2... collection en plus. Ah oui, Arrow? Attends une minute, oui. je vais te le sortir parce que, premièrement, une autre pochette complètement différente et... Il y a comme une BD dedans ou... comic book. Et c'est pas les histoires qu'il y a dans le film, mais c'est une toute nouvelle histoire avec une équipe de quilles et des zombies. C'est bien cool, ça. C'est un bel extra, ça. Oui, c'est un super bel extra. Puis il ne m'a pas coûté cher non plus. Tu sais, ça vient de Arrow. Il m'a coûté seulement 75 $. Un autre. Parce que, tu sais, on sait, hein, des films de collection, ça coûte pas cher. C'est un film qui a été réalisé par Michael Gornick. Pour ceux qui ne savent pas, là, Michael Gornick a travaillé quasiment seulement que sur des séries télé. Et un instant. Ça ne paraît pas, là, j'ai une petite grippe. Là. Golden Years de Stephen King. Monsters, Tales from the Dark Side. Est-ce bon, ce Golden Years, excusez? Jamais vu. C'est une affaire de petits vieux, je pense. Hein? Je sais pas, mais ça doit. Mais j'ai le DVD ici. Et Stephen King's Golden Tales en 85, puis The Winners, ça me dit absolument rien. Faites 4 épisodes sur un, 4 épisodes sur l'autre, 2 épisodes sur un autre. Et c'est un film qui met en vedette Tom Savini. Pour ceux qui ne savent pas que Tom Savini joue dans Creepshow, ben, oui! C'est The Creep. Je dis The Creep. The Creep. The Creep. Non, c'est The Creep, ben oui. Le Creep qui était supposé d'être joué par quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ah ouais? OK. Et c'est Tom Savini, finalement, qui a décidé de prendre le rôle. Puis qu'est-ce qu'il dit dans le film? Puis qu'il répète, là? Oh, il dit... Oui, c'est ça. Clairement pas, là. non, mais je pense qu'il dit genre « Thanks, lady, for taking me » ou un truc comme ça, là. Non, c'est pas lui, ça. The Creep, c'est celui qui passe les comic books quand Billy, il attend après son comic book. Puis là, je pensais qu'il jouait le gars. OK. Mais non, il n'est pas noir, Tom Savini. Non, mais tu sais... Le Hitchhiker, t'as raison. Ouais, c'est pas un blackface. Non, je me rappelais plus qu'il était noir. Je me rappelais plus. C'est comme un bout que j'ai vu à Creepshow 2. Là. Mais au moins, tu te rappelles de ça parce qu'il dit tout le temps « Thanks for the ride, lady! Voilà. Thanks for the ride! » Maudit fatigant. Puis je pense que le soundtrack sur cette histoire-là de Hitchhiker, c'est un des meilleurs soundtracks qu'il y a parce que c'est un petit beat comme, tu sais, le genre de beat que tu retrouvais dans un film de... C'est quasiment comme The Knight Rider avec un mix d'autres choses, d'émissions de télé. C'est vraiment particulier. Puis tu as aussi celui de Old Chief Woodenhead, qui est l'histoire d'un chef de bois, tu sais, qui décide de revenir, pas revenir, de devenir vivant pour prendre la revanche de ses propriétaires qui ont été tués par des sans-dessins. Avec des beaux cheveux.
Avec des beaux cheveux. Il me fait quasiment penser à un personnage que je jouais au Nintendo avec, qui attaquait le monde avec ses cheveux. Ses cheveux sont à mort. C'est pas ça qui va le rendre à Hollywood. Il faut peut-être du talent pour te rendre à Hollywood, bozo. Et c'est le gars qui se fait tuer sur sa super corvette avec un coup de hache. Et j'ai jamais compris un petit peu pourquoi que les gars ils se faisaient tuer par Old Chief Woodenhead, parce que quand on le voit bouger, c'est clair qu'il n'est pas capable de courir. C'est lent, effectivement. Ouais, même, comme pas la transformation, mais au début, quand il devient vivant, c'est comme... Il a super de la misère à bouger, tabarnouche. Il est quasiment rouillé. Pourtant, il est fait en bois. Là il prend sa peinture, puis il s'en met, puis là, il est prêt. Puis il fait ça de même. Là, puis le monde capote. Là. T'as l'autre qui entend ça, l'autre bord qui est en train d'écouter ses films de cul. Puis c'est pas vraiment des films, c'est plus les posters, mais il y a toujours la même émission de télé qui rejoue dans Old Chief Woodenhead, puis t'entends tout le temps la même affaire qui est « Loco! » C'est tout le temps ça. « Loco! Loco! » Puis là, t'as le gros qui répète « Loco! » Puis il trouve ça drôle, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait une flèche qui arrive en plein dedans. Là. Ah, en tout cas, j'adore ça. Mais ça va faire un montage incroyable de tous les sons que tu as fait depuis 5 dernières minutes. Écoute, les gens vont écouter l'émission. Les gens vont écouter l'émission, vont trouver ça super drôle. Mais attendez la surprise que vous allez avoir dans les futurs épisodes. Donc, tu arrives à The Raft, parce que j'ai parlé un petit peu de Hitchhiker. C'est le gars qui n'est pas Tom Savini, parce que Tom Savini, il n'est pas noir, qui se fait frapper par une femme qui ne faisait pas attention à ce qu'elle faisait. Puis elle a décidé qu'elle trompait son mari à tour de bras, qu'elle trouvait ça drôle, mais elle ne regardait pas où qu'elle est, puis elle l'a frappé. Mais à la place de l'aider, maudite innocente, elle a décidé de faire un hit and run, parce qu'elle ne veut pas que son mari il sache ce qui s'est passé. Ça, à part, mais ça donne que le Hitchhiker, il est là pour rester. So, thanks for the ride, lady. Thanks for the ride, lady. Puis elle rentre dedans, puis elle rentre dedans, puis elle rentre dedans, puis elle rentre tout le temps dedans jusqu'à temps qu'il ressemble à une genre de blob écrasé sur tout bas de côté. Là. Mais il est toujours là quand même. Mais il faut que je parle de The Raft, parce que The Raft, c'est... Oui, c'est la meilleure histoire qu'il y a dans Creepshow 2. Cette histoire de quatre amis qui décident d'aller nager dans un lac... c'est quasiment dans le milieu de l'automne, on tirait de l'air d'en faire. Oui, il n'y a pas d'affaire chaud, hein, c'est vrai. Ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la poitrine des femmes démontre bien qu'il ne fait pas très chaud. Et ça ramasse sur The Raft. Se demande, il y a un des personnages qui se demande, c'est quoi cette affaire-là? On dirait une tache d'huile qui se promène, puis il répond comme non, c'est pas une tache d'huile. On dirait que ça bouge comme c'est voulu que ça bouge, et ça donne que finalement, c'est une créature aquatique qui se trouve là pour les manger. Et pas les manger n'importe quand, mais les manger à la manière de Blob. Pour les gens qui ont écouté de Blob, quand de Blob mange les gens, ben, il les digère automatiquement. Ça les brûle, ça les fait capoter de tous les sens. C'est la même chose aussi. Oui, c'est très bon. Et c'est la même chose avec la créature dans The Raft, parce que y a la première jeune fille qui se fait justement poigner par la flaque d'huile, on va dire. Et bien, à fond, tranquillement, pas vite. Et puis, t'as pitié pour elle parce qu'elle est comme... Puis elle était toute en train de se déchirer puis de fondre sur toutes les bords. Les autres ne peuvent pas rien faire parce qu'ils savent que s'ils sautent pour l'aider, il va leur arriver la même chose. So, ils la regardent pourrir tranquillement, pas vite. Puis, en tout cas, des bonnes scènes, des effets spéciaux qui ont été faits par Ed French. Ed French était supposé de jouer justement le rôle de Creep. Finalement, Ed French a eu un malentendu avec Michael, il a quitté. Et c'est Tom Savini qui a pris la place pour The Creep. Et il y a aussi des gens très connus qui sont venus les aider pour les effets spéciaux. Et je parle ici de Rick Baker? Oui, pas Rick Baker, excuse. Greg Nicotero. C'est qui l'autre encore? Tu avais Greg Nicotero qui était Robert venu Kurtzman. aider. Puis Howard Berger qui était là. Un autre, c'est le B de KNB. Oui, c'est ça.
Toutes sortes de petites anecdotes là-dessus aussi, mais je ne peux pas aller trop loin parce que je suis en train de dépasser mon 10 minutes, puis je ne veux pas prendre le temps à Christophe. So, si vous n'avez pas vu Creepshow 2, c'est parce que vous n'êtes pas un fan d'horreur ou c'est juste parce que vous êtes très jeune. Et si vous êtes très jeune, mettez ça sur votre liste. Avec Creepshow, évidemment, en premier, parce que ça Puis après, il y a le troisième après. Il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas de troisième. Ouais, c'est mieux de ne pas en parler. Hein. Je l'ai jamais vu, je l'ai chez nous, il faut que je l'écoute à un moment donné. Il y a une histoire du troisième que j'aime, c'est celle de la télécommande, mais ça... Ah ouais? Okay. Ouais, j'ai pas vu la série non plus. Drôle. J'ai pas vu la série non plus sur Shudder. La série, c'est inégal. Il y a du bon stock. Il y a des trucs moins intéressants, mais je pense pas que ça soit aussi pire que le troisième, tu sais, pour vrai. Mais moi, tu sais, j'ai pris l'habitude d'avoir un petit timer. Un petit timer? Vas-y, mon Puis c'est ça, 87, tu sais, quand tu avais collé ça, il y a quelques semaines, il y a un mois, Martin, en tout cas, je ne m'en rappelle plus quand, là, mais en tout cas, lors du deuxième épisode, hein, du dernier épisode, voilà 2 semaines, tiens, voilà. Tu sais, ça passe tellement vite. La vie, là, c'est fou. Fait que, tu sais, rapidement, tu sais, j'ai pensé, il y a plein de films qui m'ont popé dans la tête, puis, mais spontanément, j'ai pas pris Evil Dead 2, même si j'ai un chandail vintage sur le dos, qui m'a été donné par un ancien collègue à moi qui gentiment m'a donné ce magnifique chandail. Mais ça aurait été trop facile de parler de Evil Dead 2. Tu sais, récemment... Pourquoi je ne l'ai pas pris, moi non plus. Ben non, c'est ça. Mais récemment, j'ai eu la... Ben tu sais, j'aurais parlé là, aussi tu sais, de Freddy 3, de Jaws 4, non. Predator, hein, un des classiques, mais c'est plus un film d'action, tu sais, puis de science-fiction. Mais c'est comme, ça touche à plein d'affaires. Mais récemment, j'ai revisité la boîte, The Box. Les as-tu toutes regardées? Non. J'ai écouté les deux, les deux premiers films. Faut que je fasse ça un jour. J'ai pas encore écouté le remake. J'ai bien hâte. J'ai entendu des bons commentaires, comme des moins bons, mais ça peut pas être pire que les derniers films de la franchise. Non, je me suis retapé les 2 premiers Hellraiser parce que avec Jean-Louis et les amis de chez Art de Cinéma, donc je collabore au spécial Hellraiser. Fait que Hellraiser, pour vrai, en 87, c'était toute une claque. On se rappelle, de la pochette au club vidéo. Tu sais, là, on voit un pâle et terrifiant croque-mitaine aux allures diaboliques qui tient un mystérieux cube Rubik, mais non, c'est pas ça. Le décor, il est glauque. Le titre, Hellraiser, tu sais, c'est écrit en lettres rouges sur la pochette. Tu sais, une affiche que, tu sais, c'est comme, wow, c'est quoi ça? C'est qui ce dude-là? Avec son look de porc-épic, de tête d'épingle. Tu sais, à l'époque, là, en 87, on avait déjà vu quelques Halloween. Halloween 1, 2 était sorti. Friday the 13, on était déjà rendu... combien qu'on en avait? Au moins 6 films. 6. Ouais. Après ça, Freddy, on était le 3e avait sorti. Texas Chainsaw, il venait de sortir une suite. Mais là, c'était des slashers. Là, on arrivait avec Hellraiser, c'était une autre affaire. C'est un film anglais, britannique, c'était le seul de cette gang-là. Nouvelle cohorte de meurtriers, mais en même temps, c'est pas tant des meurtriers. C'est comme un peu des spectres. C'est un film viscéral, il y a du surréel, un petit peu plus près des cauchemars d'Elm Street que des batifolages sanguignolants de Crystal Lake. Là, on était quand même beaucoup plus dans le fantastique, un peu comme les Phantasmes, si on veut, mais avec un côté, une sensibilité britannique. Puis, tu sais, on était vraiment là dans un côté beaucoup plus, des plaisirs hors normes. On était dans le S&M à fond. On avait une imagerie là, qui était vraiment là, anti-catholique. Les Cénobites, c'était comme des prêtres sataniques habillés fétiches. Là, on était vraiment là. Puis, bon, on se souvient que Clive Barker, à ce moment-là, c'était...
on le connaissait pas. Au niveau du cinéma, c'était son premier film, premier long métrage. C'est un gars qui avait travaillé dans le théâtre. Il avait commencé à faire apparaître des nouvelles aussi avec les Books of Blood. Il y avait un petit livre, 186 pages qui s'appelait The Hellbound Heart. Puis il adaptait ça en long métrage. Puis il est arrivé avec quelque chose de tellement plus aventureux, je dirais, là, de tout ce qu'on voyait au niveau slasher, tout aussi sexué puis sanglant, mais vraiment plus tordu, sombre, sérieux. Il n'y avait pas d'humour dans ces films-là, c'était déviant, c'était vraiment différent. Le film commence un peu comme Gremlins. Un homme blanc qui débarque chez un homme asiatique pour acheter quelque chose de mystérieux. C'est pas un Gremlins, là, c'est vrai, ça. C'est une boîte de même. Mais c'est quoi cette boîte-là? On ne le saura pas avant un certain temps. Puis là, rapidement, tu vois cette boîte-là qui s'ouvre par une espèce de décor glauque. Il y a des hameçons. Le dude, il est déchiré à grandeur. C'est what the fuck, t'sais. Puis là, après ça, on a une petite famille. On a Larry, sa fille Christy. Et la femme de Larry, la nouvelle femme, Julia, qui emménage dans la maison du frère de Larry, Frank, qui est disparu depuis un certain temps. C'est lui qu'on a vu dans la séquence d'ouverture. Puis, on apprend rapidement là, que Julia elle a eu une aventure avec son beau-frère. Là, c'est coquin. Mais là, Frank, à un moment donné, il débarque, il revient d'une dimension parallèle. Il était comme pris là, dans un genre de purgatoire. Mais là, il fait comme un peu renaître, en mode écorché. Il n'y a plus de peau. Puis il convainc Julia de lui fournir des victimes pour qu'il reprenne sa forme humaine. Fait que là, on est là. Le film en français, ça s'appelle Les Écorchés, je me rappelle. Les Écorchés en France, ça s'appelait Le Pacte. Le Pacte? En France. Ouais, étrangement. Okay. Probablement le pacte que Julia signe avec Frank ou le pacte que Frank signe avec les Cénobites. C'est pas clair, mais c'est correct aussi. Ce film-là, il expliquait pas tout non plus. C'est ça qui était cool. Puis là, Julia, elle amène des hommes, elle séduit des hommes, elle les amène à Frank qui fait comme un peu, on sait pas trop comment, mais il aspire leur âme ou leur sang pour reprendre forme humaine. Fait que là, t'avais comme une espèce de gros délire bizarre, avec la fille Christy découvre ça, puis en tout cas, il se passe un paquet de trucs dans ce film-là, mais c'est gore, t'as les Cénobites qui débarquent à la fin, puis il se passe un paquet de trucs. On ne veut pas trop en dévoiler pour les gens qui n'ont jamais vu le film. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment j'ai capoté à l'époque. La suite aussi, qui était une suite directe du premier film. Puis dans le premier, les Cénobites, on les voit là, à peine 10 minutes. Mais ils marquent. Il y a un look fantomatique. Ils sont comme très, très... Ils font peur. Ouais, ils font peur. Ouais, ils font peur. Puis, en tout cas, ce film-là, les trois Cénobites principaux, tu as Pinhead, qui était le lead Cenobite, qui a son look, justement, qu'on a parlé tantôt de tête d'épingle. Tu as Butterball, qui a vraiment un nom de marde, hein, boule de beurre, parce qu'il est gros. Hein, c'est un gros monsieur avec une grande tunique, mais l'acteur qui joue, il est tout maigre. Mais il a comme un visage vraiment là, plein de plis, il est vraiment dégueulasse. Il se lisse les babines, puis il a les yeux crevés et cousus en dessous des lunettes fumées. Vraiment creepy. Puis tu as l'autre personnage qu'on appelle le Chatter, qu'on dirait qu'il n'y a pas de lèvres. Il y a comme juste des dents qui claquent comme ça. Il a la face comme vraiment défigurée. Ils sont... c'est lui, il n'y a pas de robe, hein, lui, il a des pantalons. Puis ils sont comme en cuir, en vinyle. Sont écœurants. Les figurines de ça, c'est complètement fou. Puis bon, au niveau maquillage, on avait Bob Keane qui avait travaillé sur Alien, qui avait travaillé sur les premiers Star Wars, sur Life Force, Life Force de Tobe Hooper aussi. Il était nominé au Saturn, les prix Saturn pour son travail sur Hellraiser. Il a travaillé sur Nightbreed, Hellraiser 3 aussi, Candyman. Donc, tous des films dérivés des histoires de Clive Barker.
Il reste encore une couple de minutes. Parfait. Tu sais, il y a des effets qui tiennent encore la route. Tu sais, quand justement Frank revient à la vie, c'est comme une espèce de séquence à rebours, mais vraiment cool, tu sais, avec le score de Christopher Young, qui était écœurant, tu sais, une espèce de score très dramatique, là, avec des synthés. Vraiment cool. Puis initialement. Très symphonique aussi. Oui, exact. C'est vraiment épique. Mais initialement, c'était un band industriel anglais qui s'appelait Coil, qui était censé faire la soundtrack. Ils ont composé une soundtrack, finalement. New Line, ils trouvaient ça trop weird. Fait que ils ont sorti cet album-là par la suite. Puis, en tant qu'album de Coil. Mais si l'écoutez, vous irez écouter ça sur YouTube, c'est vraiment freak. Là. C'est comme du Nine Inch Nails. Ça aurait été vraiment, vraiment cool. Mais il y a des séquences là, qui sont un peu cheap. Parce que c'est pas un film à gros budget non plus, là, même s'il y avait quand même quelques millions. Je sais pas si vous vous rappelez la séquence d'un espèce de corridor, là, une espèce de créature Lovecraftienne, ils appellent ça l'Engineer dans les suites, à peu près à la 64e minute, puis là, tu vois les roues, tu vois qu'il est comme sur un kart. Là. Ça fait penser à la séquence... C'est quand il pousse là, dans le corridor. Là, ouais. Puis ça fait penser un peu à la séquence dans In the Mouth of Madness, là, tu sais, quand dans le corridor, justement, qu'il y a comme une espèce de créature. Là, c'est vraiment, je suis sûr qu'il s'est inspiré de ça, Carpenter. Fait que sinon, il y a des. Puis je vais finir par quelques citations cultes dans le film. Là, là, pour vrai, la voix de Doug Bradley, elle est écœurante. We have such sights to show you. Oh, we're gonna tear your soul apart. Il y a vraiment des séquences comme ça. Tu fais comme tabarnak. Tu l'as à Chris en plus. Ils sont là juste 10 minutes. Là, puis là, tu as Frank là, qui a pris la peau du père de Kirsty. Puis il dit Come to Daddy. Puis là, c'est là que tu reconnais. Tu fais comme non, ça. En tout cas, il y a vraiment. En tout cas, c'est un grand film qui a marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Puis malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaises suites. Mais les 3 premiers films, pour les gens qui n'ont jamais visionné aucun film de la franchise, premier, deuxième, quand même très cool, mais c'était un peu ambitieux comme concept. Le 3e, c'est comme un Freddy, mais il se laisse écouter quand même très bien. Il y a plusieurs personnes, j'ai déjà vu, qui ont dit que le 3e, c'était leur préféré. Mais moi, j'ai aucun souvenir d'avoir déjà vu ce film-là. Donc, l'affaire avec le 3e, c'est qu'ils ont décidé d'y aller un petit peu plus comme côté populaire. Ils se sont dit qu'on va faire ça du bonbon pour les gens. On va faire un slasher quasiment. C'est ça. Puis les Cenobites sont comme devenus des meurtriers, alors que dans les 2 premiers films, ils sont plus juste là, inquiétants. Puis c'est pas eux autres qui tuent, là, c'est les hameçons qui déchirent tout le monde. C'est ça qui est fucked up avec cette franchise-là. C'est des croque-mitaines qui ne tuent pas nécessairement. Ben après ça, bon, ça a changé avec le reste de la franchise, là, mais le look, complètement fabuleux. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Hellraiser, les boys. Premier film réalisé par Clive Barker. Yes. Oui. Il n'en a pas réalisé beaucoup. Hélas, il y a eu Nightbreed, il y a eu bien des problèmes avec les studios. Heureusement, il y a eu une version qui a été remaniée, qui a été ressortie par la suite avec des séquences qui avaient été coupées par le studio parce qu'ils trouvaient que c'était trop long. Les maquillages de Nightbreed sont absolument incroyables. Les créatures là-dedans, les monstres. Puis Lord of Illusion, quand même bien. C'est pas aussi bon que ces 2 premiers, mais malheureusement, ça y a enlevé le goût de faire du cinéma par la suite. Là, Martin vient de perdre sa webcam. Colin. Et puis là, Martin disparu. Mais ça donnait bien parce que c'était la fin de notre épisode. Hein? Fait que, hey, il is back. Donc, tu voulais te gratter quelque chose? Non? OK, whatever. Donc, écoutez, c'est... Ah, là, plus de batterie dans sa caméra. Donc, écoutez, merci, boys, c'était vraiment cool. 87, on pourrait... on y va avec quoi pour la prochaine? Quelle année qu'on se pitch? Je te laisse choisir. En fait, non, c'est pas moi qui va choisir. En fait, Danny a vu les 2 premiers épisodes, puis il trouvait ça vraiment cool. Ouais. Et j'ai donné un cadeau à Danny à sa fête, qui n'a toujours pas encore parce qu'il est chez nous, qui est The Car. Qui est le film The Car en Blu-ray. Et c'est un film de 1977, fait qu'il va venir en parler. Fait que 1977 sera la prochaine date de l'année de l'horreur.